Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde m'entend jusqu'au fond? Oui. Ouais, super. Deuxième question, qui est sur LinkedIn? Ok. Qui n'est pas sur LinkedIn? Ok. C'est bien, il y en a 2 ou 3. C'est cool quand même. Je vais vous parler ce soir de LinkedIn, qui est un mot qui n'est pas facile à prononcer pour un Français. Et on va avoir 3 objectifs. Le premier, ça va être de comprendre ce qu'est le personal branding. Tout le monde sait ce que c'est le personal branding? Non. Ouais. Oui et non. Très bien. Deuxième objectif, ça va être de comprendre en quoi LinkedIn est une place to be, aujourd'hui en 2025. Et troisième objectif, ça va être d'apprendre à tirer bénéfice de LinkedIn pour son business. Jusque-là, tout va bien. Mais avant ça, qui suis-je? Donc on a commencé à me présenter. Je vais juste remonter un peu plus le temps. Je m'appelle donc Ben Youn, ça il l'a déjà dit. Je suis un bébé du début des années 90. Voilà. Et pour un petit parcours rapide, ça c'est moi. J'étais plus stylé à l'époque que maintenant. Et avant d'essayer de collectionner les likes, je collectionnais les pogs. Est-ce qu'il y en a qui ont collectionné les pogs? Ok. Il y a plusieurs générations représentées, hein, c'est bien. Je collectionnais aussi les Panini France 98. Ça parle aussi? Ouais. Bof. Un peu moins. Il y en avait qui étaient pas nés en 98? Ils sont là? Ah ouais, quand même. Et ça, je suis un peu moins fier, mais je collectionnais aussi les Diddle. Voilà. Surtout ceux qui sentaient qu'il y avait une odeur. Moi aussi, depuis petit, j'étais assez fan de tout cet univers de la Silicon Valley, même si je vivais à Oberhofen, Lévis-Hambourg, pour ceux qui connaissent. J'avais un œil sur la Californie, et du coup, moi aussi, j'ai fait mon petit shooting dans ma chambre de l'époque. Vous reconnaîtrez le Pentium 1, qui siège à ma gauche. Je grandis et je découvre ce logiciel, Microsoft Paint, pour ceux qui connaissent. Et ça va être le début de ma vie, finalement, puisque je vais passer du temps dessus et je vais arriver au collège en 4e. Il y a Madame Françoise Gaziec, à qui je dédie cette conférence, qui est ma prof d'art plastique et qui lance un concours sur la sécurité routière. Il fallait faire une affiche pour la sécurité routière en utilisant uniquement Paint. Ceux qui l'ont utilisé savent que c'est pas évident, mais j'ai gagné le concours, enfin dans la classe, hein. Et elle a convoqué mes parents qui sont venus et elle a dit « Ouais, ce serait bien que votre fils il fasse un parcours art appliqué », ce que je n'ai pas fait. Parce que mes copains, ils allaient au lycée général, donc je les ai suivis au lycée général. Mais à peu près à partir de cette époque-là, je savais que je voulais faire designer freelance, avec tous les clichés que ça contenait, c'est-à-dire de partir surfer sur l'île à 16h. Mais au final, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. En tous les cas, j'ai fait mon premier montage. J'avais déjà le sens de l'accroche, pour ceux qui peuvent le lire. Et ça, c'est mon premier logo ever. C'est Autopark. Je sais plus du tout ce que c'était le projet, mais en tout cas, c'était mon premier logo. Mon premier site, c'était la tendance rétro à l'époque. Entre-temps, c'est reparti, c'est revenu. Et puis, j'aimais bien tout ce qui était un peu univers US vintage, aussi tout l'univers musical. Et puis, j'aimais bien la typo et essayer d'écrire au la vache derrière une vache. Et en 2012, j'arrive chez My Client is Rich. Il y a juste Philippe qui a un peu grisonné, il me le disait avant. Mais sinon, l'équipe a un peu changé, mais moi, je suis là. J'ai pas trop changé, j'espère. Et en 2018, donc après 6 années à l'agence, je suis parti à Mayotte. Mayotte dont vous avez sûrement entendu parler récemment pour des raisons un peu moins rigolotes, où j'ai passé 4 super années. Ensuite, je suis parti à l'île de la Réunion, une super autre île, où je suis resté aussi un petit peu. Et puis après, je suis rentré à Strasbourg, qui a aussi ses plages, mais c'est un peu moins... voilà.
peu moins de sable. Et du coup, depuis 2018, je suis freelance spécialisé dans la brand, donc la marque. Je fais du design et de la stratégie pour mes clients. Et depuis, du coup, ma naissance, j'ai fait à peu près 260 identités visuelles. Certaines payées, certaines payées en chips. Bref, depuis quelques minutes, je travaille mon personal branding auprès de vous. Donc, c'est quoi le personal branding? Là, c'est la réponse de ChatGPT, comme à peu près tout ce que je vais dire. Donc, le personal branding, c'est l'art de gérer son image professionnelle pour valoriser son expertise, inspirer confiance et attirer les bonnes opportunités. Jeff Bezos, que vous reconnaissez là, disait que le personal branding, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Donc, qu'il n'y a pas de censure. Il y a des gens qui sont des maîtres du personal branding, qui ont été des maîtres et qui le sont toujours, et qui ont associé leur image personnelle à leur société. Par exemple, si je vous parle d'Apple, Steve Jobs, voilà, Steve Jobs. Si je vous parle de Virgin, Richard Branson. Si je vous parle de Tesla, non, je parle pas de Tesla. Si je vous parle de l'OM, Bernard Tapie. Je pensais qu'il y aurait un Dimitri Payet quelque part, mais... Alors, pourquoi travailler son personal branding? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, c'est pour augmenter sa visibilité. Donc là, on parle de personal branding sur Internet. Augmenter sa visibilité, construire une audience. Ça peut être pratique pour ensuite monétiser une audience, ou simplement lui proposer des produits, des services. Inspirer la confiance. C'est bien de prendre la parole sur un sujet qu'on maîtrise, comme ça, les gens comprennent qu'on le maîtrise, ils ont confiance, et puis après, ils peuvent nous contacter. Mieux se différencier. Je ne sais pas combien il y a de designers freelance en France, mais je pense qu'il y en a au moins 10. Et du coup, l'idée, c'est de se différencier de ces 9 autres. Développer de l'influence, parce que c'est aussi une manière de pouvoir avoir une influence sur son marché, sur ses pairs, sur les personnes qui nous entourent. Et, ce qui nous intéresse le plus, le cash, les opportunités. En fait, l'idée avec le personal branding, c'est de devenir top of mind. Vous voyez ce que c'est top of mind? Donc l'idée, c'est vraiment quand les gens pensent à un sujet, typiquement le design, bah, ils pensent à vous. Quand ils pensent, ah, il me faudrait un assureur pour assurer ma R5 cabriolet, bah, ils pensent à vous. Et donc l'idée, c'est d'être identifié comme une référence dans son domaine. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, notamment en 2025, c'est que le personal branding, il surpasse le branding de votre société. C'est pas le cas tout le temps partout, mais on a des exemples très concrets, comme Tesla, où depuis quelques temps, les gens mettent un sticker où ils disent qu'ils ont acheté la Tesla avant que Elon soit fou. Donc en fait, on a vraiment une conséquence des actes de la personne sur l'image de sa société. Et bonne nouvelle dans tout ça, LinkedIn, c'est le réseau par excellence du personal branding. Alors pourquoi investir LinkedIn? Jusque-là, tout va bien? Oui. Je parle pas trop vite, ça va? Okay. Donc LinkedIn en 2003, qui colle à peu près à ma photo avant là. C'était une espèce de plateforme de recrutement. Donc ça, c'était la base de LinkedIn. Ça a été racheté en 2016 par un monsieur qui n'était déjà plus à la tête de la boîte, mais Bill Gates est le personal branding de Microsoft encore aujourd'hui. Et en fait, de plateforme de recrutement, c'est devenu un réseau social. Alors, quelques chiffres pour essayer de vous donner envie d'investir LinkedIn. Sur LinkedIn, il y a environ 1 milliard d'utilisateurs. Et il est juste derrière Facebook en termes d'attractivité. Enfin, de monde dessus, quoi.
J'étais d'ailleurs étonné que TikTok soit en dessous d'Instagram. Il est 4 fois plus performant que Facebook pour générer des opportunités du B2B. Donc ça c'était Facebook ou Twitter. Et 80% des leads B2B générés sur les réseaux sociaux viennent de LinkedIn. Moi, à titre perso, 30% de mon business à peu près provient de LinkedIn. Mais, je vais mettre un mais, c'est que dans les 70% restants, j'ai un réseau depuis des années, donc c'est surtout par là que ça passe. Mais d'activer LinkedIn me sert aussi à réactiver mon réseau, les gens qui me connaissent mais qui simplement m'ont oublié ou qui ne pensent pas à moi toutes les nuits, dommage. Du coup, là, ils peuvent repenser à moi quand ils voient un post. Donc l'idée, c'est aussi de stimuler son réseau qu'on a déjà en étant actif sur LinkedIn. Le budget mensuel moyen à investir en publicité sur LinkedIn pour espérer avoir des vues est de 0 €. C'est le réseau où c'est encore possible de faire de la vue de façon organique par rapport au groupe Meta où c'est beaucoup plus compliqué. Alors, LinkedIn souffre un peu d'une image spéciale quand même, il faut le dire. Voilà, LinkedIn peut abriter le pire de l'humanité. Pour ceux qui sont au fond et qui n'arriveraient pas à lire, on a un exemple là avec une coach qui nous dit « La sécurité sociale ne devrait pas exister, j'en suis convaincu. Avoir cette santé gratuite à portée de main conforte les gens à ne jamais prendre soin d'eux. Pas de sport, pas de marche, pas d'alimentation optimisée, pas un bon sommeil, trop de stress. Tu tues littéralement ta santé en te disant « Il faut bien que je meure de quelque chose. » Si cette santé n'était pas gratuite, les gens feraient tous attention à eux et il y aurait beaucoup moins de problèmes. Tu es obèse et tu dois perdre 20 kilos pour ne pas mourir, qu'est-ce que t'attends? De t'infliger 20 médicaments, des appareils respiratoires et autres. Tu fumes et tu as un cancer des poumons, tu l'as bien cherché, bref. N'attends pas d'être malade pour prendre soin de toi. Voilà. Ça, c'est vrai que c'est un mood qu'on peut retrouver sur LinkedIn, ce côté un peu ultra méritocratie, là. Il y a aussi les gens qui utilisent le décès de leur papy pour essayer d'être viraux. Donc lundi, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps suite au décès de mon papy. Les éléments déclencheurs furent l'amour de mes proches, des puissants souvenirs, des discours touchants. Pleurer quelques heures, c'est littéralement épuisant pour l'avoir vécu. Je voyais flou, mon nez coulait beaucoup et je respirais de manière saccadée. Être entouré de personnes bienveillantes et remplies d'amour contribuait à mon lâcher-prise. C'est sérieux, hein. Franchement, ça fait un bien fou d'exprimer ses émotions. Bla 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 bla. Le plus difficile de la cérémonie était de lire au micro le mot que j'avais écrit pour l'occasion. Je pleurais, je n'y voyais rien, j'avais du mal à respirer. Et demain, je te le partage ici. Voilà. Suis mon profil pour ne surtout pas le manquer. Et après, on a les gourous aussi qui lire des livres ne vous rendra pas riche, en vendre aussi. Donc, qu'est-ce que vous attendez pour vendre des livres? Voilà. Donc, LinkedIn peut abriter le pire de l'humanité, mais comme tous les réseaux sociaux, on peut trouver aussi des choses très moches ailleurs. L'idée, c'est aujourd'hui de savoir comment on va remonter le niveau et surtout comment on va tirer profit de LinkedIn. Et pour ça, il y a trois choses à voir. Premièrement, il y a le profil. Deuxièmement, il y a qu'est-ce qu'on va poster, donc les contenus. Et troisièmement, l'engagement, comment est-ce qu'on va s'engager auprès des autres pour que les autres s'engagent aussi auprès de nous. Créer ou optimiser son profil. Donc, il y a 2 personnes dans la salle qui peuvent créer leur profil là tout de suite. Pour tout le reste, on va optimiser. Ça, je vous montre un exemple. C'est Elliot Alach, c'est un entrepreneur dans l'IA que j'ai accompagné pour pimper son profil, pour l'optimiser justement. Donc, il aide les entreprises à lancer des projets IA. Il a beaucoup de succès. Il bosse avec des grandes boîtes et des plus petites. Et donc, il y a plusieurs choses à faire quand on optimise son profil. Le premier, c'est la photo de profil. Alors, ça, c'est moi. Et c'est plutôt bien. Ça, c'est Pierre. Et c'est plutôt bien. Parce qu'on le voit, il est de profil. Il est de face. Moi, je suis 3/4, mais on voit la personne, on l'identifie. Il y a une lumière qui n'est pas trop dégueulasse. C'est pas un selfie à l'iPhone. Par contre, lui, on ne sait pas qui c'est. Mais il a l'air de s'éclater dans la montagne. Mais voilà, c'est pas très pro. On voit pas trop à qui on a affaire. Donc, c'est pas hyper pertinent. Je rigole, mais il y a plein de photos dégueulasses de profil sur LinkedIn. Et on va faire passer après un mot pour que vous puissiez laisser le profil et j'irai voir qu'on puisse mettre des notes.
Mais vraiment, faites l'effort de faire une photo correcte. Vous pouvez aussi prendre des photos avec votre iPhone, des selfies, et demander à une IA de la pimper. Ou alors faire appel à un photographe, c'est encore mieux. J'espère voilà, très bien. Deuxième élément à optimiser, c'est le titre. Alors, il y a plusieurs façons de l'aborder. Soit, vous pouvez mettre le métier avec des éléments de rassurance. Donc, par exemple, moi, je dis que je suis designer freelance. Dans les éléments de rassurance, je dis que j'ai 150, accompagné de plus de 150 clients. J'en profite aussi pour dire que je suis co-host de Craft, qui est une série d'événements et de masterclass et de podcasts à Strasbourg. Pierre, par exemple, donc, qui est un ami qui a cofondé une communauté marketing, le met en avant. Il dit aussi qu'il est ghostwriter LinkedIn pour justement des sociétés qui sont assez connues dans son marché. Et il ajoute qu'il a une newsletter perso avec 12 000 abonnés. Pareil pour Anouk Le Terrier, qui est cofondatrice de Dijo. Donc Dijo, ils sont passés sur Qui va être mon associé, s'il y en a qui regardent. C'est des probiotiques. Ouais, pourquoi pas. Et il y a aussi Florian, par exemple, qui a mis qu'il est méta creative designer et qui directement met une offre avec un prix pour être assez attractif sur son profil. Donc, ce qui est bien aussi, c'est que quand on est freelance, d'éviter de dire qu'on est CEO de je sais pas quoi, mais de dire vraiment ce qu'on est de façon très honnête et puis de rassurer derrière sur des références clients. Vous pouvez aussi mettre des promesses. Éric Larchevêque le fait notamment avec voilà, briser vos plafonds de verre et passer à la vitesse supérieure. Donc Éric Larchevêque est assez connu, c'est le cofondateur de Ledger dans la crypto. Donc lui, il peut se permettre de ne pas dire grand-chose parce que son nom est assez connu, en tout cas auprès des gens qui ciblent. David Laroche, dont on parlait avant, qui dit qu'il est CEO et puis qui a une promesse qui donne la puissance aux gens pour développer leurs skills puissantes. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'être le plus clair possible et d'apporter de la valeur déjà dans le titre. Ensuite, on a la couverture. Typiquement, ça pareil, on peut le construire. Alors, il y a par exemple Canva qui existe. Il y a aussi des designers qui existent. Qui vous permettent d'avoir, pareil, de la promesse, des références, là, pour le coup, des bénéfices, les bénéfices clients, puis quelques logos qui rassurent. Il n'y a pas tout le monde qui veut vendre des services, donc typiquement, elle veut travailler l'image de sa boîte. Donc elle a ses produits phares avec son logo et puis quelques références de qui parle de Dijon. Puis à moi qui fais n'importe quoi, où j'ai juste mis 2 mots en plein milieu. Mais non, je voulais me démarquer un peu de beaucoup de designers qui ont plein de textes et tout. Et comme j'ai les 150 clients ici, je me suis permis de juste mettre un esprit très minimaliste. Donc l'idée, c'est aussi des fois d'essayer de se démarquer un peu par rapport aux autres. Ensuite, on a la partie info, qui est un peu plus bas dans le profil. Et ça, en fait, l'idée, c'est de le travailler comme une landing page. Landing page, ça parle à tout le monde? Ouais, page d'atterrissage. L'idée, pareil, c'est de le construire. Alors, il y a plein de frameworks qui existent. Vous pouvez aller chercher sur Google ou sur ChatGPT comment structurer un propos de landing page et l'utiliser, ces techniques marketing qu'on utiliserait pour un produit, les utiliser pour votre profil LinkedIn. Pareil, la rassurance, des choses qui rassurent, et puis un call to action à la fin, envie de travailler ensemble, contactez-moi par message. Efficace. Pareil pour un autre, là, où il est toujours beaucoup de réassurance, envoyez-moi un DM. Voilà, demandez aux gens ce qu'on a envie, quoi. On a aussi la sélection. Donc la sélection, c'est encore un peu plus bas dans le profil, ou c'est peut-être avant les infos. En fait, on peut, comment on dit, mettre en haut du profil, c'est un mot. Ouais, épingler, merci. Épingler des contenus, alors soit des liens vers des liens externes, soit des posts qui ont bien marché ou des posts qui sont intéressants, qui donnent une bonne image de ce qu'on fait.
de manière à ce que dès qu'on arrive sur le profil, on puisse avoir les meilleurs contenus et les offres directement à disposition. Moi, par exemple, j'ai fait le choix de mettre un côté portfolio et puis un côté contenu plus éducatif sur la gauche, sachant que le site est aussi juste en dessous du titre. Pareil pour Elliot qui a mis un call to action pour booker un appel découverte et puis des posts qui ont bien cartonné à côté. C'est sûr que quand quelqu'un voit qu'il y a 2000 likes, il se dit aussi que la personne, elle a bien structuré son propos et que ça doit sûrement être intéressant. Et enfin, un élément à pas négliger, c'est les expériences. Pareil, l'idée c'est de construire chaque expérience comme une landing page, ou presque. Moi, j'ai dit ce que je faisais, j'ai mis quelques éléments de rassurance et deux très courts témoignages, sachant qu'il y en a aussi plus bas sur la page, mais toujours dans l'idée d'être très efficace et de rassurer. Rassurer, rassurer, rassurer. Et puis, il y a les vrais témoignages. Là, l'idée, c'est d'aller demander des recommandations aux gens avec qui vous allez travailler pour qu'ils puissent mettre un petit commentaire et que ça puisse rassurer ceux qui n'ont pas encore travaillé avec vous et qui vont le faire. Simple, mais pensez à mettre votre profil à jour régulièrement. J'étais encore cet après-midi sur des profils où les gens n'avaient pas mis à jour leur job et ils parlaient de leur job il y a 8 ans. Donc c'est un peu dommage parce qu'on passe à côté d'informations. Là, on passe à la deuxième partie qui nous intéresse encore plus, c'est créer des contenus. Alors, qui poste des contenus sur LinkedIn? Ok. Il y en a beaucoup moins que ceux qui ont un compte LinkedIn, donc c'est intéressant. Je pense qu'il est intéressant, c'est avant de commencer à écrire, avant de commencer à créer des contenus, c'est de définir les objectifs, pourquoi on veut le faire. Est-ce que c'est une histoire de crédibilité, d'apporter de la street cred à sa société? Est-ce que c'est une question d'image pour véhiculer des valeurs? Ça peut être du recrutement aussi. Est-ce qu'on veut faire de la vente? Et en fonction de ça, en fait, on va définir une stratégie plus précise sur ce qu'on veut faire. À chaque fois qu'on crée un contenu sur LinkedIn, il y a toujours deux cibles, qu'on le veuille ou non. Il y a les clients ou les prospects, enfin ceux qu'on a envie de convertir en clients, et il y a les pairs. Et ça, c'est systématique dès qu'on crée un contenu. Et en gros, on a souvent des réactions de pairs. Et des fois, ça peut être, il y a peut-être un côté un peu décourageant. Ou si moi, en tant que designer, je fais un contenu, j'espère qu'il y a des gens qui vont le voir et qui vont passer commande. En fait, il n'y a que des autres designers qui like et qui commentent ma publication. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a vécu ça? Ouais. En fait, c'est pas grave. Parce que les pairs, ils ont un gros rôle là-dedans, c'est qu'eux, ils vont permettre au post d'être visible. L'algorithme, il va comprendre que des gens like, commentent, donc il va le pousser. Et très souvent, c'est ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Les gens qui vont pas réagir, qui vont pas commenter, mais qui vont voir le post, qui vont 3 mois, 1 an ou 3 heures plus tard vous envoyer un message: «Ah, j'ai vu ça, c'est intéressant». Donc, ne pas négliger l'engagement des pairs, leur répondre, et c'est intéressant parce que ça booste le post et l'algorithme, il est content. Alors, comment un post est structuré? En 3 étapes. Il y a l'accroche, le développement et la conclusion. C'est assez facile. Ça, c'est un post qui a cartonné il y a 2 semaines sur les campagnes de petits bambous. Je ne sais pas si vous l'avez vu en ville. En gros, ce qui a bien fonctionné, c'était l'accroche. C'était si la meilleure identité visuelle était de ne pas avoir d'identité visuelle, puisque Petit Bambou a effacé son identité visuelle de la campagne. Ça, c'est le seul but de cette partie-là, c'est que les gens cliquent sur le petit plus. Il n'y a pas trop d'autres buts, si ce n'est retenir l'attention et demander aux gens d'aller voir plus loin. Une fois qu'on ouvre, il y a tout le développement. Donc là, je vais faire ma petite analyse de la campagne, pourquoi ça marche, pourquoi on en parle aujourd'hui. Et en conclusion, j'avais pas du tout l'intention de demander à Petit Bambou de venir me voir parce que je fais mieux. Mais c'était juste d'essayer d'avoir la réaction du fondateur
Et pour le coup, ça a marché, il a commenté, il a eu, enfin, c'est comme ça aussi que le post s'est un peu emballé. Et, donc toujours finir avec un objectif, ne pas finir avec une phrase, enfin la fin du développement, si c'était bref, c'est brillant, c'est un peu dommage parce qu'on ne donne pas l'opportunité de créer un engouement autour de la publication. Donc voilà, votre post, il n'attirera pas l'attention si l'accroche n'est pas assez bonne. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler l'accroche, même de façon isolée, de travailler l'accroche comme s'il n'y avait que ça presque, et de travailler le développement à part. Parce que l'accroche ne fait pas tout, et le post, il doit vraiment être excellent. Alors, je ne dis pas que le post était excellent, mais l'idée, c'est vraiment de viser l'excellence de A à Z, dans le développement, jusque dans la conclusion. Pour ça, il y a des frameworks d'écriture qui existent. Il y en a un qui est bien connu, qui est le PASS. Ça parle à quelqu'un? Ouais. Alors, l'idée, c'est d'exposer un problème, de l'exagérer, donc de l'agiter plutôt, et puis d'avoir un développement qui tend jusqu'à une solution. Typiquement, j'avais fait un post sur vouloir faire tout dire à son logo est souvent l'erreur numéro 1 lors de la co-création d'une identité visuelle. Il existe une infinité de moyens de communiquer l'offre, quelques exemples. Et ensuite, je donne la solution. En fait, le logo, c'est juste une identification. Blablabla, je vais développer ensuite. Donc l'idée, c'est de partir d'établir un problème, de l'agiter et puis de développer une solution. Toujours terminé par des CTA, comme je le disais, des call to action, pardon, donc des appels à l'action, pardon, comme je le disais avant. Là, pour le coup, le call to action, c'est aussi une façon de faire, ça se fait de plus en plus. Quand on essaie de faire un post quand on essaye de faire un post qui est viral, il y a plein de gens qui vont lire, mais qui vont pas forcément s'attarder sur votre profil. Donc c'est bien de finir le post par un descriptif de qui on est, ce qu'on propose. Là, pour le coup, designer, freelance, les gens, ils ont compris. Et puis, je voulais aussi attirer l'attention sur la page de Craft qu'on avait lancée juste avant. Donc c'est une façon de finir aussi, si vous ne voulez pas créer forcément une interaction. Là, pareil, un exemple, c'est Elliot qui a fêté ses 10 000 abonnés. Du coup, il a fait une liste très personnelle sur 11 choses qu'on ignore sur lui. C'est un framework qui marche assez bien sur LinkedIn. Et à la fin, en fait, il dit j'ai lancé un collectif d'experts en IA composé d'ex-entrepreneurs IA et de top 10 des ingénieurs en IA. Contactez-moi si vous voulez continuer. Et à l'inverse, là, sur un post où c'est un post très éducatif, il va juste dire merci de soutenir ce post, donc appeler à l'action en demandant un like ou une réaction pour que le post il puisse être vu par d'autres personnes. Ok, mais on parle de quoi? Parce que c'est pas tout de savoir comment le structurer. Qu'est-ce qu'on veut mettre à l'intérieur des posts? Donc on parle de quoi? Alors, on a beaucoup parlé pendant des années de la stratégie de l'entonnoir. Ça parle à quelqu'un? Avec ces gros mots là. Tofu, mofu, bofu. Moi, je pensais que c'était une histoire de bouffe à la base. Mais pas du tout, c'est le top of the funnel, le middle of the funnel et le bottom of the funnel. Voilà. L'idée, en fait, ce qu'on a souvent dit, c'est qu'il faut commencer par des posts qui parlent à tout le monde. Donc, c'est le top of the funnel. On prend tout le monde, on ne fait pas de tri. Et là, on fait des posts qui sont assez généralistes. On peut faire des tendances de marché. Typiquement, c'est quoi les tendances des logos aujourd'hui, ou c'est quoi les tendances de l'assurance auto aujourd'hui. On peut faire des histoires inspirationnelles, raconter ce parcours incroyable de Steve Jobs et Steve Wozniak qui n'ont pas commencé dans un garage. Ou linker vers des articles externes, raconter ah, c'est super, tel blog a fait un article sur 10 typos à utiliser pour cette année. Bah, regardez, c'est génial. Donc là, on fait vraiment du très généraliste, des contenus le plus généraliste possible. Ensuite, on descend d'un étage et là, on commence à faire le tri en publiant des contenus qui sont plus de l'ordre de l'étude de cas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a apporté à un client. Typiquement, pour moi, ça peut être un élément de portfolio, un projet que j'ai mené. Faire des webinaires, par exemple, sur une thématique qu'on a envie d'adresser. Ou analyser un sujet, comme l'analyse de la campagne de Petit Bambou. C'était un peu une analyse de sujet qui entrait dans cette étape intermédiaire. Là, l'idée, c'est de se faire voir le plus possible dans le tofu. Dans le mofu, c'est
de faire comprendre qu'on est expert d'un sujet. Et dans le Bofu, l'idée, c'est de vraiment appeler à l'action, d'essayer de vendre quelque chose en faisant par exemple une démo d'expertise. Je pourrais faire un live où je fais un logo en live, par exemple. C'est une idée un peu bateau, mais voilà. Des témoignages clients, où on peut publier que Michel était super content de ce que je lui ai fait, parce que ça a révolutionné ça et ça dans son entreprise. Ou alors faire une promo très cash d'un service. Ok, aujourd'hui, demain, je fais un logo à 5 euros. Voilà. Ce qui est totalement faux. Ça, c'était une approche qui a beaucoup été utilisée, mais que je trouve pas toujours forcément évidente. Donc moi, ce que je vais faire, ce que je vais vous proposer, sur la base de... C'est Rémi Lauer, je vais le citer, qui a proposé des angles éditoriaux pour nous aider à savoir quoi publier. Et en fait, si on se tient à ces 4 angles et qu'on les applique, ça marche assez bien. Premier angle, c'est la documentation, donc l'étude de cas. Typiquement, là, j'avais fait un visuel avec pas mal de logos que j'avais créés pour différents types de boîtes. Et donc, je mixais un peu les 15 erreurs les plus fréquentes que je relève dans le process de création de logo. Donc, j'essaie d'apporter une expertise métier tout en montrant du portfolio. Donc, on est dans l'étude de cas très concrète. On pourrait aussi, dans cette partie documentation, être dans le témoignage, recueillir des témoignages de clients avec qui on a pu collaborer. Un autre truc, j'avais fait les JO. Pendant les JO, j'avais imaginé en 1 heure de temps avec l'intelligence artificielle un branding pour des JO pour enfants. Ce qui était totalement fictif. Donc là, c'est pas de l'étude de cas, mais c'est plutôt voilà, je me lance un challenge, je vous montre ce que j'arrive à faire en 1 heure de temps, et puis on en rigole si vous voulez bien. Donc ça, c'était pour la documentation, les études de cas. Ensuite, on a tout ce qui est ressources. Vous pouvez créer un document de ressources, par exemple, je vais toujours prendre un peu mes exemples parce que ceux que je maîtrise. Les 50 identités visuelles qui ont révolutionné le branding les 10 dernières années. J'en ai fait un document Google Doc ou un PDF. J'en ai fait un PDF. J'ai envie de vous le partager. Demandez-le-moi dans les commentaires, je vous l'envoie en privé. Il n'y a pas de souci. Donc ça vous permet d'une part d'avoir quelque chose d'assez viral parce qu'il y a du commentaire, de récupérer de la donnée parce que les gens vont vous ajouter, et du coup vous allez entamer une discussion avec eux. Et ça permet de simplement, encore une fois, prouver que vous maîtrisez un sujet. Donc tout ce qui est ressources, si je reprends Elliot, il avait fait justement 50 cas d'usage IA, où il disait qu'il avait passé 24 heures à les regrouper, que vous trouverez tout ça dedans, et pour la recevoir, likez le post, commentez use case IA et ajoutez-moi. Il y a un côté un peu... des fois, on a un peu du mal à appliquer des recettes comme ça et se dire, ouais, mais c'est un peu... comment dire putaclic sans dire putaclic. Mais un côté comme ça, très racoleur. Mais en fait, ça fonctionne. Et c'est un moyen de connecter avec les gens. Donc des fois, il faut juste utiliser des frameworks qui fonctionnent et les appliquer un peu bêtement. Le troisième axe, c'est partager des histoires. Et là, c'est pour appuyer la crédibilité. Voilà, moi, je raconte ce que j'ai commencé en 2010, il y a 13 ans, donc c'était en 2023. Dedans, dans mon truc, je raconte que j'ai vendu un logo à 65 euros, ce qui n'est plus le tarif aujourd'hui, je précise. Voilà, je raconte un peu tout mon parcours. Les gens, ça les fait rire, parce que j'essaie d'être drôle. Et puis, surtout, je leur donne un peu mon process, comment je fais aujourd'hui, etc. Donc, c'est des histoires qui sont à la fois, qui entrent un peu dans le perso, c'est dans le storytelling. Ça leur plaît bien. Et puis derrière, on a toujours des occasions de glisser des éléments métiers. Anouk Le Terrier, dont je parlais avant, qui est la fondatrice donc, d'IJO, les probiotiques.
Alors l'accroche, elle marche très bien. Il y a 2 ans, j'ai débarqué sur LinkedIn parce que notre tournage Tu vas être mon associé a viré au fiasco. Et elle va raconter dans tout le développement, non, je ne l'ai pas mis, comment elle est partie d'un tournage qui a foiré, d'une diffusion qui a foiré et qu'elle a réussi à faire exploser la boîte quand même. Donc, grosse crédibilité, notre produit, il est trop bien. Et notre faculté en tant qu'entrepreneuse à entreprendre, elle a fonctionné. Et le quatrième axe, c'est l'éducation. Et donc là, c'est un moyen vraiment d'appuyer sur, enfin de développer son expertise. Euh, Moi, je le fais pas mal avec des carousels. Je ne vais pas entrer dans le détail des carousels, c'est simplement des publications où on peut mettre des slides et, euh, et on peut avoir encore plus de place que juste dans un texte, avec des images et tout. Enfin, et sachez d'ailleurs que ces carousels par exemple, là, ont généré 26 000 vues. Je les poste à peu près tous les 6 mois sans faire une seule modif et ça fonctionne à peu près comme ça. En tout cas, ça fonctionnait à peu près comme ça à chaque fois. Donc, il faut aussi penser recyclage dans les contenus. Vous pouvez reposter des choses que vous avez déjà postées parce que l'algorithme ne le montre pas forcément aux mêmes personnes. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de prendre un axe de son métier, de le développer à fond et puis de faire une présentation les erreurs à éviter. Donc, on appuie sur son expertise, on travaille sa crédibilité et en même temps, on fait quelque chose qui peut être viral puisque ça parle à pas mal de monde et puis les gens ont tous envie d'éviter certaines erreurs. Là, j'avais analysé What the Fudge, qui font des focaccia. C'était un projet pareil sur Qui veut être mon associé. Et puis Anthony Bourbon, qui est un des entrepreneurs qui est jury, leur avait dit qu'il fallait changer de logo. Moi, j'étais convaincu qu'il fallait pas le faire. Et du coup, j'explique pourquoi, en ayant toujours mon expertise, de dire non, non, c'est très bien parce que ne changez pas à ce stade en tout cas. Et, pareil, ça appuie une certaine légitimité dans son métier. Voilà, à vous de jouer. Mais avant ça, j'essaie de vous donner quand même quelques règles d'écriture sur LinkedIn. LinkedIn, on va supprimer toutes les phrases inutiles. Souvent, quand j'écris un post, je vais l'écrire et puis je vais repasser dessus 2 ou 3 fois en enlevant tout ce qui sert à rien. Donc des adverbes qui ne servent à rien, des mots qui ne sont pas assez directs. Je vais employer le ton le plus direct possible. On essaie de faire des phrases courtes avec une phrase égale un verbe conjugué. Pas des phrases à rallonge parce que c'est assez dense LinkedIn, donc on a envie de voir des choses courtes et très efficaces. Aérez vos textes. Je sais, c'est un peu pénible de voir ce code visuel de LinkedIn où il y a des sauts de lignes tout le temps, mais c'est ce qui permet d'avoir quelque chose qui n'est pas trop dense sur son écran. Donc les gens, ils apprécient quand il y a des sauts de lignes et qu'il y a des phrases courtes. Évitez de donner des leçons, donc je me le dis à moi en premier. Il y a l'éducation, la pédagogie, et puis il y a le donneur de leçons, et souvent le donneur de leçons, il finit jamais bien, parce qu'on lui dit « Ouais, mais toi, t'as fait quoi dans ta vie ?» Ça part un peu en vrille. Donc, essayez de rester factuel, pro, et puis de dire que moi, j'ai fait ça, et ça n'a pas marché, ou moi, je ferai pas ça, plutôt que de dire « Ouais, faites pas ça, alors que vous n'avez même pas tenté. » Donc, parlez plutôt de vos enseignements, plutôt que d'essayer de donner des leçons. Et puis, l'idée, c'est d'essayer d'être le plus concret possible, pas d'être trop généraliste. Donc, ça, par exemple, je vois des posts passer avec 5 typos à utiliser cette année. Je le citais déjà avant. Et en vrai, c'est beaucoup trop généraliste. On ne sait pas, on les utilise dans quoi, ces typos, pourquoi. Ça n'a pas vraiment de sens. Donc, l'idée, c'est quand même d'apporter de la valeur à chaque fois et de ne pas faire des contenus qui sont certes rédigés en 5 minutes, mais qui ne vont pas apporter grand-chose à la plateforme. Essayez, quand vous pouvez, de traiter de thématiques inédites. Pour ça, il faut des fois être un peu vif. S'il y a un sujet qui sort, par exemple, 20 minutes a refait son logo hier. J'avais prévu d'en faire un post aujourd'hui, je ne l'ai pas fait, parce que j'ai dû finir cette présentation. Mais dans l'idée, si personne n'en a encore parlé, il y a plus de chances que ce soit vu par le plus grand nombre. N'écrivez pas un roman, parce que les gens ne lisent pas de romans sur LinkedIn. Et souvent, si vous ne publiez pas encore, votre premier post il sera mauvais, mais la bonne nouvelle, c'est que tout le monde s'en fout.
parce que vous pouvez publier, flopper, publier encore et vous améliorer au fur et à mesure. Donc, il y a souvent des gens qui me disent: «Ouais, mais j'ai peur que si je publie, qu'est-ce que vont penser les gens?» Alors déjà, les gens ne le voient pas, parce que s'ils interagissent pas, ils ne le voient pas. Si l'algorithme ne le pousse pas, ils ne le voient pas. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment de méga enjeu au début. Et dès que vous allez commencer à comprendre les rouages, ça va être de plus en plus vu et vous allez prendre la confiance et ça va bien se passer. L'idée, c'est de publier plusieurs fois par semaine. Moi, je le fais pas trop. Je poste souvent une seule fois par semaine, mais c'est mieux de le faire plusieurs fois. Pourquoi? Parce que déjà, vous êtes plus top of mind en étant tout le temps là. Mais aussi, l'algo, il préfère que vous publiez pas mal. Donc, tant que vous pouvez le faire, essayez de publier le plus possible sans que ça vous prenne toute la journée, bien sûr. Et pour ça, le plus simple, c'est de créer un petit calendrier éditorial dans Google Agenda ou dans Notion ou peu importe votre outil. D'avoir en fait, de savoir, ah, mardi et jeudi, je publie un truc, donc cette semaine, je prépare les posts de la semaine prochaine, sauf quand il y a un truc un peu vif, un peu rapide, je le fais entre midi et 2. Mais l'idée, c'est de savoir où je vais. Et du coup, de me forcer à créer des posts pour tel ou tel jour. Et puis après, il suffit de persévérer, entre guillemets. Et un truc qui est important, ouais, c'est que les likes, ça veut pas dire de l'argent. C'est pas forcément les publications les plus vues et les plus likées, les plus commentées qui vont générer des vraies opportunités. Et ça, c'est vraiment important parce que là, Petit Bambou, ça a été vu 200 000 fois. Il y a eu 4000 réactions. Il y a eu plein de commentaires parce que forcément, ça a fait débat. Moi, ça m'a rien apporté, zéro. À l'inverse, un post sur une identité visuelle qui aura fait 20 likes et qui aura été vu 3000 fois ou 2000 fois, ça peut générer des messages privés avec ah, c'est intéressant, moi aussi je cherche quelque chose dans cet ordre-là, j'en aurais besoin, etc. Donc, encore une fois, le post qui parle à tout le monde et qui est un peu pop culture, quoi, il va attirer du monde, ça va s'emballer, mais c'est pas celui où les gens vont derrière vous contacter parce qu'ils veulent que vous fassiez ça pour eux. Donc vraiment à distinguer les likes de la monnaie. Et le troisième point, donc je disais, il y a le profil, il y a le contenu et puis il y a l'engagement. L'idée, c'est aussi de s'engager sur la plateforme en tant qu'utilisateur. Donc il n'y a pas que la création de contenu, il faut aussi répondre aux commentaires. Il faut savoir que quand vous publiez un post, et ça c'est un peu la limite de la programmation des posts d'ailleurs, quand vous publiez un post, les gens qui vont commenter, si vous leur répondez assez rapidement, l'algorithme le voit, le sait et va pousser le post. Donc c'est un vrai enjeu de répondre aux commentaires que vous recevez. Vous, bien sûr, interagissez aussi avec les autres, likez, envoyez de la force aux autres. Commentez aussi. J'ai l'exemple cet après-midi là. Il y a quelqu'un qui a commenté le rebranding de Walmart. Donc Walmart, c'est de la grande distribution aux États-Unis. Et puis ils ont refait leur logo. Et puis elle disait, ouais, franchement, les graphistes, ils sont de moins en moins fut-fut. Ils ont fait un rebranding et ils ont mis je sais pas combien de milliers de dollars dans une étincelle qui ressemble quand même pas mal à l'ancienne. Et c'est quelqu'un qui n'est pas dans le branding qui a rédigé ça, et du coup c'était intéressant. Moi j'ai répondu à son truc en disant qu'on ne limite pas le branding à un logo, en essayant d'appuyer le propos, en mettant une petite image. Et puis il y a eu, en tout cas cet après-midi, c'était à 40 réactions, des gens qui sont du coup allés voir mon profil. Donc sur les contenus des autres, il y a aussi moyen de chercher les gens là où ils sont, tout en restant bien sûr dans le respect, en n'insultant pas les gens et puis en respectant leur avis. Et après, le dernier truc, c'est aussi de contacter les gens. Donc, quand les gens commentent vos posts et qu'ils trouvent ça intéressant, n'hésitez pas à entamer une discussion en privé pour dire, ne serait-ce pour dire, ouais, merci d'avoir réagi. Est-ce que tu as des enjeux là-dessus en ce moment? Voilà. N'essayez pas, enfin, ne contactez pas, oui, merci d'avoir commenté, je t'envoie mon RIB, mais ou peux-tu me demander un devis? C'est urgent.
Mais essayez juste de nourrir des relations avec les gens et le plus organique c'est, le mieux ça va fonctionner. Tisser des liens, tout simplement. Devenez top of mind. C'est un peu la conclusion de ce petit exposé. Et maintenant, revoyez votre profil. Donc là, quand vous rentrez, écrivez votre premier post cette nuit. Essayez de ne pas dormir avant de l'avoir écrit. C'est mieux. Utilisez des outils pour vous aider. Donc, on n'a plus d'excuses, on a des trucs comme Canva, ChatGPT. Donc Canva, moi, je suis fan de Canva en tant que designer. Je trouve que c'est génial de pouvoir donner à tout le monde l'opportunité de créer. Et je ne suis pas ironique. Il y a vraiment moyen de faire des choses assez propres avec Canva et des templates et tout, donc il n'y a plus d'excuses. Et ChatGPT pour vous aider à construire des posts. Si vous dites à ChatGPT, voilà, j'ai une idée, j'aimerais appliquer le template, le framework, pardon, PAS, donc Problem Agitate Solution. Est-ce que tu peux me proposer une première version? Après, vous la retravaillez, et puis vous travaillez avec l'intelligence artificielle, si vous le voulez. C'est pas très écolo, mais voilà. Faites-vous accompagner par des pros si vous le voulez. Par exemple, un designer pour vos habillages. Je dis ça, je dis rien. Ou un ghostwriter pour vos contenus. Si vous trouvez les deux profils en un, c'est encore mieux. Et je vous laisse poser vos questions. Merci. Il y a une main qui s'est levée déjà. Ouais. C'était la question par rapport, tu as parlé avant de l'information sur le profil. Il y a une partie où tu peux parler du coup de qui tu es. Tu l'as dit que c'était en forme de landing page. Ouais. Landing page, il y a plusieurs CTA. Tu n'en mets que un, juste un à la fin ou au milieu? Ça dépend. Par exemple, Pierre Guilbeault, qui est cofondateur de Marketing Flow et qui en même temps est ghostwriter LinkedIn pour des clients, il va en avoir deux. Parce qu'il a deux activités très différentes. Mais sur une activité, si on est fondateur d'une société et qu'on a envie de travailler l'image ou d'avoir des gens qui nous contactent pour nos services ou quoi, c'est bien d'avoir un seul CTA. En tant que freelance, pareil. C'est quoi un CTA? Pardon, donc un CTA, c'est un call to action, donc c'est une phrase qui va appeler à l'action. Donc contactez-moi en message privé, c'est un CTA. Ou appelez-moi au 06 machin, c'est un CTA. Sur Internet, quand vous arrivez sur un site et qu'il y a marqué soit contactez-nous, soit en savoir plus, c'est des CTA. Oui. Tu parles de personal branding, là, mais en fait, quand on a une boîte, on crée aussi une page pour sa boîte. Ouais. C'est mieux de communiquer où sur son profil à soi-même ou sur le profil de la boîte et repartager. C'est quoi la meilleure stratégie là-dessus? Alors sur LinkedIn, c'est mieux de publier soi-même et de représenter sa boîte. On peut créer une page pour sa boîte, parce que c'est bien que les gens aient une page derrière avec le minimum d'infos dont ils ont besoin. Mais les contenus de page sont moins performants que les contenus de profil. Et les partages, les repartages ne sont pas forcément très efficaces. L'algorithme ne va pas pousser ça. Donc il y aurait très peu de visibilité. Et tu parlais de tout de suite faire ce soir un post. On sait que sur Instagram ou autre, il y a des heures précises où en fait, Ouais. est-ce que c'est la même chose Alors il y a une légende urbaine qui dit qu'il faut poster entre 8h30 et 9h le matin. Non. En fait, la qualité du post va bien surpasser les conditions du moment où on va le poster. Donc moi, il y a des posts que j'ai fait à 17h un vendredi qui sont partis viraux, et il y a des posts du mardi à 9h ou 8h30 qui sont restés à 3 likes, quoi. Oui. Est-ce qu'à l'image d'Instagram, par exemple, tu sens une différence ou est-ce que tu en postes ou des clients à toi de posts avec de la vidéo ou statique? Oui. Alors LinkedIn a lancé la vidéo. Moi, je trouve qu'il n'y a pas encore d'énorme engouement pour la vidéo sur LinkedIn. Ça performe pas mieux. En tout cas, l'algorithme ne le pousse pas plus. Mais Carousel, ça marche bien par contre. Les carousels, c'est des documents PDF que vous importez avec des slides, comme je montrais avant. Et ça, LinkedIn l'aime bien, mais c'est quand même un peu redescendu. Il y a quelques mois, c'était encore beaucoup plus performant. Le texte image, ça marche très bien, quoi. Le texte image, ça marche très bien. Oui. LinkedIn Premium ou pas Premium? Pas Premium pour moi, mais en tout cas, il n'y a pas de modification sur la portée des posts. Par contre, on a accès à plus d'infos.
donc qui regarde notre profil enfin, de façon très précise. On peut aussi, le moteur de recherche est plus puissant, mais pour créer du contenu, pas forcément, non. Pour du démarchage, on peut Ouais, faire des MP en masse. ouais. Pareil, j'ai pas parlé de toute la dimension automatisation avec des plugins qu'on peut mettre sur LinkedIn pour envoyer des messages en masse. Mais LinkedIn est de plus en plus contre ça, donc il y a pas mal de comptes qui sont bannis pour des raisons comme ça. Et des comptes où on a mis des mois à construire une audience et qui sont bannis à cause d'une automatisation, c'est un peu dommage. Oui. Qui lit les posts? Les gens. Bah, un peu de tout. Enfin, je disais les gens, mais j'ai pas mieux comme réponse, dans le sens où je vois qu'il y a des fondateurs qui lisent, des freelances qui lisent, des étudiants qui lisent, des retraités qui lisent. Bon, les retraités un peu moins quand même, mais en général, enfin, il y a une pluralité de profils qui est quand même intéressante. Mm. Oui. Oui. Est-ce que tu organises un temps, on va dire, dans ta semaine en mode, je sais pas, 2 heures que j'utilise pour organiser mon planning édito LinkedIn, pour écrire, ou c'est... C'est une bonne pratique, ça. Mais je le fais pas trop. Ma semaine est assez chaotique dans l'organisation, donc moi je le fais quand... Je me force à prendre un peu de temps pour le faire, mais c'est jamais au même moment, j'ai pas trop de routine. Robin. Est-ce que c'est nécessaire de mettre des emojis partout? Non. C'est même assez énervant d'en mettre partout, mais cela dit, dans les accroches, souvent, on voit des emojis qui incitent à lire la suite, et ça en vrai, ça marche. Quand tu fais un long post sans emoji, tu as quand même l'impression qu'il est à poil. Pas forcément, s'il y a des sauts de ligne et tout, ça peut paraître digeste. C'est juste si c'est un gros bloc de texte sans emoji, sans saut de ligne, ouais, c'est un peu dur à lire. Et dernière question, est-ce que tu as des retours d'âge, de tranche d'âge sur ton profil? Sur, Qui regarde en fait en audience les stats, par exemple. dans les statistiques, tu veux dire la tranche d'âge qui regarde le plus mes contenus? Dans les ouais, on a ces infos-là. Ouais. On a notamment la géographie surtout. L'âge, j'ai un doute là. L'âge, ça me dit rien. Mais la géographie et puis les types de postes. Donc si c'est des fondateurs, si c'est des freelances, si c'est des... mais l'âge, c'est plutôt Meta qui propose ça. Oui. Une question par rapport au post. Une fois que, par exemple, tu as fait un gros buzz sur un post, est-ce que si tu repostes, je sais pas, le jour d'après ou le post suivant, est-ce qu'il va avoir une portée qui va être plus amplifiée que le même? Non. Ou la qualité du post? Non, on peut faire un post à 5000 réactions lundi et faire un flop le mardi. Ça dépend vraiment du post. Oui. J'ai la sensation qu'il y a pas mal de posts anciens qui restent très visibles. Oui. Et parfois, j'ai l'impression que c'est le cas, une semaine moins, mais beaucoup de récurrence, contrairement à Facebook ou Instagram où bah, c'est perdu dans les limbes au bout de 2-3 jours. Ouais. Je ne comprends pas cette mécanique de l'historique qui est très différent des autres réseaux sociaux. Oui, en fait, un post peut durer longtemps. Typiquement, le post Petit Bambou dont je parlais avant, qui a été publié il y a 2 semaines, il y a toujours de l'activité dessus. Et il est encore montré à des gens, à des nouvelles personnes. Donc, dès qu'un post s'emballe, il peut durer des semaines, ouais. Donc, ça vaut le coup de bosser les posts qui durent. Oui. Pardon. L'intérêt des hashtags? J'en vois pas, moi. J'ai l'impression que ça sert à rien. Moi aussi, j'avais cette impression. Moi, je l'utilise, mais... Parce que on fait pas de recherche par hashtag. Non. Non, et même le moteur de recherche, je le trouve pas fou. Il sort pas forcément des choses super pertinentes. C'est vraiment le fil qui prime. Il y avait une question au fond aussi. Oui. Dans mon réseau, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas pertinents. Est-ce que vaudrait mieux le nettoyer pour avoir un meilleur reach? Je pense que ça n'a pas d'impact. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas d'impact. Oui, ce que j'ai pas dit, c'est que donc aujourd'hui, j'ai à peu près 30% de mon business qui vient de LinkedIn. J'ai que 8000 abonnés. Il y a plein de gens qui en ont beaucoup plus. Et je ne vois pas de lien direct entre l'audience et la performance des posts et le business que ça peut générer. Donc,
Pour moi, c'est avec 1000 abonnés, on peut très bien faire des posts très quali qui vont attirer des clients ou faire des posts très quali qui vont buzzer, mais pas forcément pour grand-chose. Donc non, moi je me ferai pas un coup à la Facebook où je vais retirer les gens que j'ai plus envie de voir. Sachant que l'algorithme fait vraiment le tri. Enfin, en général, c'est les posts performants qui remontent, ou alors les posts très récents quand on se connecte de personnes qu'on suit et qu'on a tendance à déjà liker. Un peu à la. Je pense qu'il est un peu plus proche de TikTok que d'Instagram, l'algorithme. Mm. Oui. J'avais entendu que quand on poste et le temps de réponse jouait aussi, si on répond dans la première heure après le post, c'était mieux que si on répondait le lendemain. Oui, c'est vrai, ouais. Ce que je disais, ouais, répondre aux commentaires, c'est bien de le faire. En fait, quand je fais un post, je laisse la fenêtre ouverte dans un coin de l'écran et j'y retourne tous les 20 minutes pour répondre un petit peu. Pas forcément à tout, mais aux posts les plus pertinents, enfin aux réponses les plus pertinentes. Juste pour faire emballer l'algo, parce qu'il y a plein de gens qui commentent pour dire ah merci, c'est super, et puis un petit développement par un chat GPT où ils redisent un peu ce que je viens de dire. Mais de répondre merci pour cet avis, ça permet à l'algorithme de pousser le post quand même si ça sert pas à grand chose. Oui, au fond, il y avait... Non, oui, non, c'était. Oui, oui. Il y a certains experts justement qui écrivent sur les vues, qui justement commencent à avoir l'avis inverse, où ils disent bon, bah, faut peut-être essayer de se dégager de cette structure et puis d'offrir un peu plus quelque chose d'un peu plus vrai. Oui. Un petit peu comme Petit Bambou a pu faire au niveau de toutes ces marques. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense que quand on est expert, c'est facile à dire, parce qu'on a un peu compris les rouages de comment faire s'emballer les posts, etc. Mais moi, je trouve que c'est intéressant quand on commence à poster, en tout cas, d'utiliser des structures qui fonctionnent. Je pense que c'est bien au début commencer avec des templates, des aides, et puis après essayer de faire de plus en plus authentique en s'affranchissant des règles, entre guillemets. Et il y a un téléphone qui est dans le fond. Merci beaucoup pour la présentation. L'importance de la page dans le personal branding, est-ce qu'il y a une page professionnelle, une page d'entreprise? Ouais, c'est ce que je disais avant. C'est bien d'en avoir une, mais c'est mieux de publier avec un profil. Et le mélange? Ah, c'est toujours pareil, c'est difficile. C'est déjà difficile de s'occuper d'un profil. Donc, si on a le temps de s'occuper des deux, c'est bien. Mais s'il fallait en favoriser un des deux, ce serait le profil. Après, on peut faire les deux, mais comme je disais, les reposts, enfin faire un post sur sa page et puis juste le reposter en profil, c'est pas très performant de manière générale. Une question toute bête, c'est quoi la typo? C'est la NaN jaune. Voilà. Sur fond jaune. Voilà. Une typo faite par des indépendants américains. Oui. Est-ce que tu as des outils de veille à conseiller pour trouver de l'inspiration pour ces publications? LinkedIn. Sinon, non. Enfin, il y a des gens plutôt qu'il est intéressant de suivre, qui donnent des conseils pour les publications. Donc, je te disais, Thibault Louis, il a quand même du contenu qui est souvent assez intéressant. Puis, il y a des formations qui existent. Mais des outils de veille en dehors de LinkedIn, je ne vois pas trop. J'essaie des fois d'analyser un peu le fil. C'est-à-dire, je vais me connecter, je vais regarder ce qui marche pas, pourquoi ça, j'ai l'impression que ça marche, et puis d'en tirer les enseignements, mais de façon assez organique comme ça. Il faut varier le type de contenu, c'est-à-dire parler de soi ou parler de son activité et parler de choses. Ouais, l'idée c'est justement de varier entre des choses qui vont attirer l'algorithme et les pousser, et puis en même temps d'offrir de la valeur de façon plus spécifique, et donc de varier les deux pour que l'algorithme pousse les posts d'une part et que les gens tombent sur le profil, puis pour ensuite aller voir d'autres posts, etc. Donc oui, il faut varier, ouais. Vraiment entre le plus généraliste, le plus grand public, et puis des choses très spécifiques. Si on veut continuer de t'écouter, suivre tes conseils, j'imagine qu'on peut te suivre sur LinkedIn. Je parle pas de LinkedIn sur LinkedIn, mais oui, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Et est-ce qu'on peut rediriger aussi sur d'autres canaux, peut-être Craft? Oui, du coup, avec Thomas Bonometti ici présent, nous avons lancé Craft en septembre, qui est une série de masterclass et de podcasts sur la création et le design. Donc, on a eu 3 éditions en septembre, novembre, janvier. La prochaine est en mars.
et où on explore aussi le domaine plus de la création, beaucoup moins de LinkedIn, mais oui, c'est une bonne idée d'y aller. Je précise juste que cette photo a été prise avant celle-là. Je dis pas qu'il s'inspire, mais